Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Matin ou aujourd'hui, dépendant de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui un épisode seul qui, comme vous savez, m'intéresse beaucoup quand même parce que je peux vous traiter de sujets qui me tiennent un peu à cœur, donc notamment HubSpot. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça fait longtemps que je travaille avec la plateforme. Ceux qui me connaissent moins, ça fait 10 ans d'expérience que j'ai avec la plateforme. À l'emploi, oui, mais aussi comme consultant externe. Je l'ai implémenté dans deux entreprises. À l'emploi, j'ai optimisé, j'ai travaillé avec le système pendant à peu près une dizaine d'années. C'est pour ça que j'aime en parler. Et puis aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un sujet qui est définitivement pas le plus sexy sur la planète, mais c'est un enjeu que je remarque ou que je constate régulièrement. En fait, j'ai toujours constaté cet enjeu-là. C'est cette prolifération de workflow qui se passe dans le portail de chaque entreprise. Au début, quand on commence avec HubSpot, bon, c'est un peu correct, ça se passe quand même relativement bien. On est super excité de pouvoir mettre à jour plein de workflows. On commence à faire de nurturing, nos workflows internes qui mettent à jour des contacts. C'est normal, on est excité, on commence, on apprend aussi. Mais à un certain moment, puis c'est souvent lent, on se retrouve avec une panoplie de workflows, puis surtout au fur et à mesure qu'on upgrade notre compte de starter à professionnel à enterprise, on en a de plus en plus, et surtout au fur et à mesure que l'équipe grandit aussi, qu'il y a de plus en plus de monde qui ont accès aux workflows, les ventes, le service à la clientèle, le support au marketing, le support aux ventes, etc. Quand tout le monde commence à créer leur propre workflow parce qu'ils ont tous un certain besoin, mais ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'il y a des workflows des fois qui finissent par se contredire, il y a des workflows qui mettent à jour des contacts, on ne sait plus pourquoi, parce que ça a été créé il y a 4 ans, puis il y a 4 ans, ça faisait du sens, mais aujourd'hui, ça n'en fait plus. Mais vu que le tout est dans le désordre, ça devient très difficile, c'est très laborieux mettre tout ça à jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'allais partager quelques trucs et astuces avec vous pour pouvoir vous partager quelques meilleures pratiques que j'ai développées au cours des années. Il y en a, en fait, elles se retrouvent dans deux grandes catégories. Il y a le préventif et puis le réactif, si on veut. Commençons un peu avec les réactifs parce que souvent, c'est comme je dis, c'est à un moment donné où on se réveille puis on marque qu'il y a plein de workflows puis on sait plus ce qui se passe puis personne veut y toucher parce que c'est long puis et pénible. Mais c'est définitivement un mal nécessaire. La première fois. Après, par la suite, ça devient de plus en plus facile. Fait que, je te dirais, la première chose à faire, c'est vraiment faire un grand nettoyage. Tu peux aller dans HubSpot, exporter tous tes workflows et puis faire un plan d'action pour pouvoir développer un plan d'action pour pouvoir nettoyer ces workflows. Fait qu'en premier, tu peux filtrer par tous les workflows qui sont inactifs. Fait que la majorité du temps, tu peux juste aller les déliter. De toute façon, ils ne sont pas actifs, ils font rien dans le système. Fait que tu les délites ou pas, ça va avoir aucun impact sur ton quotidien, le quotidien du marketing, des ventes ou du service. Et puis après, tu peux commencer à regarder. Après, il y a un travail un peu plus minutieux à faire qui est là, tu vas commencer à filtrer par les workflows qui sont peut-être les moins utilisés. Fait que tu peux trouver les workflows, par exemple, qui n'ont pas d'utilisateurs actifs dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de tes contacts qui passe à travers ces workflows en ce moment. Souvent, c'est un signe que c'est un workflow qui a été créé il y a un certain temps pour un besoin très pointu, mais qui n'a jamais été effacé ou quoi que ce soit par la suite. C'est donc un signe que tu peux probablement t'en débarrasser. Mais je recommande quand même d'y aller, d'aller voir chaque workflow quand même pour comprendre pourquoi il n'y a pas d'utilisateur actif, parce que c'est juste que
bah, c'est un workflow de nurturing puis qu'il n'y a personne qui sont là en ce moment, personne dans le workflow en ce moment, mais qui risque d'en y avoir au fur et à mesure que tu repars une campagne ou quoi que ce soit. Parce que tu peux aussi filtrer par date de création, date de mise en jour, de mise à jour. Fait que, par exemple, si tu vois qu'un workflow a été créé il y a 4 ans, il a été mis à jour il y a 3 ans et demi, ben, c'est probablement un signe que, et puis il n'y a pas d'actif, ben, il faut un bon signe que tu peux l'effacer. S'il a été créé hier, mis à jour hier, puis il n'y a personne encore, c'est probablement juste qu'il n'est pas encore utilisé. Fait que c'est ça. Fait que tu vas workflow par workflow, tu regardes un peu où tu peux effacer et quoi que ce soit, et puis tu y vas. Puis par la suite, tu mets un processus en place pour faire ce nettoyage-là au mois, au quart, à l'année, aux 6 mois à l'année, dépendant de la rapidité à laquelle tes workflows se prolifèrent. Ça serait un peu le mode réactif. Après, tu as le mode un peu plus proactif, si on veut, qui sont, en fait, je recommande de s'en servir le plus rapide, de les mettre en place le plus rapidement possible, parce que ça va éviter d'avoir des enjeux en bout de ligne. Je sais qu'en une petite entreprise, on ne prend pas le staff pour vraiment faire des choses comme ça. On est des fois les seuls, on est une personne au marketing, fait que le besoin se ressent un peu moins, mais c'est quand même une meilleure pratique que je recommande à tout le monde de faire. Encore, je suis très au courant que c'est pas sexy, c'est pas le fun, mais ça aide beaucoup à l'avenir. Fait que la première chose à faire, c'est d'aller dans l'endroit où tu crées des utilisateurs et des équipes, ça serait vraiment en utilisant les deux, puis si tu as accès vraiment même aux règles, je sais pas, en anglais on appelle ça aux rules, mais tu peux vraiment commencer à mettre ça en place où juste certaines personnes ont accès à les workflows. Parce qu'au fur et à mesure que ton entreprise grandit, au fur et à mesure que le monde a accès à toute la plateforme, parce que à la base, on donne accès à tout parce qu'on ne sait pas trop exactement quoi la personne va avoir besoin, de quoi la personne va avoir besoin, pardon. On donne accès à tout, mais ça serait de commencer vraiment à peaufiner, bon, est-ce que cette personne-là a vraiment besoin de créer des workflows, dans le cas-ci, mais des listes ou quoi que ce soit. Tu commences déjà à délimiter à la base qui peut aller jouer dans les workflows. Le but, c'est pas de jouer la police nécessairement, mais c'est juste donne pas accès si tu donnes accès à quelque chose ou quelqu'un qui n'en a pas besoin, ben ça devient que la plateforme devient un peu trop grande, puis le monde finit même par pas y aller parce que bon, tout ce qu'ils ont besoin de faire, aller faire importer des contacts parce que c'est une cordeau. Ben si donner accès à tout, ça devient un peu overwhelming, puis ils finissent par pas y aller. C'est pas utiliser la plateforme comme je dirais. Fait que la première chose à faire, c'est utiliser les utilisateurs, les équipes, les rôles, si tu peux. Et puis, pour commencer à vraiment délimiter qui a accès au workflow, qui peut s'en servir, qui peut créer des workflows, etc., etc. Puis honnêtement, c'est pas parce que c'est le CMO, le directeur marketing, que tu dois lui donner accès à tout. C'est vraiment, je suggère vraiment que tu donnes accès à ce que le monde a besoin. Si vraiment il y a une petite équipe et le directeur a besoin, ben tu peux lui donner, c'est correct. Mais si tu n'en as vraiment pas besoin, considère à limiter ça. Parce qu'encore, c'est surtout le monde qui ont moins besoin d'être là qui commence à créer le trouble là, la plupart du temps. La deuxième chose, ça serait dans la section workflow elle-même, ça serait créer des fichiers, des folders, pour vraiment commencer à répertorier le type de workflow que tu fais. C'est deux folders que j'aime beaucoup faire à la base, c'est les workflows externes versus internes. C'est comme ça que je les appelle. Il y a peut-être une meilleure convention de nom, mais interne, c'est tout ce qui met à jour les contacts, met à jour les compagnies, tout ce qui se passe à l'interne, behind the scenes, si on veut. Et puis externe, ben, c'est tout ce qui est nurturing, etc., etc. Fait comme ça te permet de trouver les workflows qui mettent à jour des contacts versus ceux qui font du nurturing. Fait que ça te permet déjà de commencer à différencier. Il y a d'autres folders que tu peux faire par campagne, si tu veux, par quoi que ce soit. Mais interne versus externe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça te force aussi à avoir une certaine stratégie quand tu crées tes workflows, de pas tout essayer de packer que quand un workflow fait tout, il met à jour des contacts, ça commence à être mélangeant parce que là, on ne sait plus quel workflow fait quoi. Des fois, ça va être pas possible de nécessairement tout diviser, mais en tout cas, ça donne une certaine idée sur ce que tu peux faire.
Une chose que j'ai fait aussi qui a beaucoup aidé, puis ça, je comprends que c'est en plus pour les plus grandes équipes, c'est vraiment cartographier ton processus de workflow. Fait que à chaque fois que tu crées un workflow, c'est où est-ce qu'il rentre dans ton processus de vente ou de marketing pour que si tu cherches à optimiser quelque chose, à refaire quelque chose, ben, tu peux regarder ta cartographie puis dire OK, oui, bon, mais ça, c'est les workflows de nurturing top of funnel. Fait qu'ils sont voici les 10, 15 workflows de nurturing top of funnel. OK, non, ça, c'est quelque chose qui met à jour un contact une fois qu'un représentant lui parle. OK, ben, ce sont ceux-là. Ceux sont ici. Ça, c'est les 5-6 qui font ça, par exemple. Fait que ça permet visuellement de pouvoir repérer où sont les workflows sur lesquels tu veux travailler. Puis dernière chose que tu peux faire, ça serait définitivement quand tu crées ton workflow, aussi utiliser les descriptions. Parce que comme je dis, des fois, tu vas créer un workflow il y a aujourd'hui, mais dans 4 ans, tu vas te demander pourquoi est-ce que j'ai créé ça. Fait qu'en utilisant les descriptions, ça va te permettre de mieux comprendre pourquoi tu l'as fait. Mais la dernière chose que je dirais, c'est de créer une nomenclature fixe. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux commencer dès le début. Ça va être quelque chose que tout le monde, pour lequel tout le monde est au courant. Fait qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de commencer quand tu es seul au marketing ou aux ventes ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de former personne. Tu crées ta nomenclature, tu peux la modifier au fur et à mesure que tu remarques qu'elle soit utile ou pas. Puis au fur et à mesure que tu embauches du monde, ben, tu peux les former déjà sur une meilleure pratique, ce qui va vraiment t'aider en bout de ligne. Fait que comment tu crées ta nomenclature va beaucoup dépendre de ce que tu utilises. Par exemple, tu peux utiliser une division, à inclure à chaque workflow la division pour laquelle ce workflow est utilisé si tu as plusieurs divisions, la date, le quart ou l'année ou quoi que ce soit. Tu peux utiliser le nom de la campagne. Puis ça marche super bien si tu t'interagis avec, pas t'interagis, mais si tu les combines avec les fichiers que tu combines, que tu crées. Fait que, par exemple, peut-être que tu n'as pas besoin de créer une non-division si tu as un fichier déjà pour, ça c'est division A, ça c'est tout leur workflow à eux, etc. En fait, la différence que je vois principalement entre en créer un fichier et utiliser un item dans une nomenclature, dans un titre de workflow, c'est que avec le titre, tu peux faire une recherche. Fait que si tu as besoin vraiment d'aller rechercher tous tes workflows internes, c'est des fois plus facile de le mettre dans le nom directement. Mais sinon, des fois, tous mes workflows internes, j'ai un fichier pour ça, c'est correct, mais j'ai besoin de chercher, par exemple, tout ce qui est contact ou tout ce qui est compagnie, etc. Fait que le nom va te permettre de faire une recherche. Le dossier va prendre plus ton fichier, ton dossier va t'aider à pouvoir organiser le tout, retrouver les choses beaucoup plus rapidement. Fait que c'est à peu près ça. Je sais que c'est pas le fun, c'est pas sexy, mais croyez-moi, là, toutes les plus grandes entreprises qui utilisent ça que j'ai vues ont tous le même problème. Il y a une panoplie de workflows qui ont été créés, qui roulent encore, qui sont plus ou moins utilisés, qui des fois mettent à jour des contacts. Pour le marketing, c'est utile, mais pour les ventes, c'est pas utile. Pour les opérations marketing, c'est utile, mais pas pour le lead generation. C'est vraiment important de garder un œil dessus. Commencer avec les meilleures pratiques qui seraient déjà à la base, au moins utiliser les dossiers, une nomenclature fixe, quitte à même cartographier. Cartographier, encore, je sais que quand on est seul, on n'a pas nécessairement le temps de le faire, mais c'est définir une meilleure pratique. Et quand on est tout seul, peut-être moins, peut-être le faire une fois par année, mais faire une séance de nettoyage régulière pour qu'on garde ça le plus tight possible, parce que c'est ça, comme je vous disais, c'est une conférence au fur et à mesure que vous embauchez du monde, le plus le tout devient compliqué, parce que le plus que tout le monde peut rentrer là-dedans, et puis honnêtement, ça devient c'est insurmontable quasiment là, cette idée de devoir rentrer là-dedans et tout nettoyer. C'est sur ça, bonne chance avec vos workflows. J'espère que vous avez du succès avec et on se reparle demain. Merci, au revoir.